L'examen d'aujourd'hui, deuxième lecture de la loi de programmation des finances publiques 2023 à 2027, a un côté, il faut bien le reconnaître, un peu lunaire. Il y a un an, commission mixte paritaire non conclusive. Hier, deuxième lecture à l'Assemblée nationale interrompue par un 49.3. Aujourd'hui, deuxième lecture au Sénat et vote d'un texte qui devrait ressembler, à s'y méprendre, à celui de la première lecture. Puis sans doute un nouveau 49.3 à l'Assemblée nationale où l'on pourra mesurer les apports du Sénat. Je reste cependant assez dubitatif. Passons rapidement sur le fait que le décaissement des crédits du plan de relance européen serait lié à l'adoption d'un projet de loi de programmation, même en admettant qu'elle soit impérative, ce dont il est permis de douter. Cette condition découle du seul engagement pris volontairement par le gouvernement auprès de la Commission. Aucun autre pays européen n'a pris d'engagement en ce sens. Ceci étant dit, nul doute que l'adoption d'une loi de programmation reste, reconnaissons-le, un outil utile. Elle permet de définir une trajectoire budgétaire et théoriquement les moyens pour la tenir. Comme disent les marins, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. C'est justement la question, Monsieur le ministre. Savez-vous où vous allez ? La trajectoire que vous proposez est-elle crédible ? Par courtoisie, je dois le dire, je n'évoquerai pas ici celle de la majorité sénatoriale. C'est de la courtoisie. L'histoire nous a appris que proposer de réduire le déficit des finances publiques avec une croissance faible, qui plus est, cela a été dit, très largement incertaine, est une gageure. Quant à la réalisation d'un important montant d'économies, le Haut Conseil des finances publiques indique sobrement que celles-ci ne sont pas toujours documentées à ce jour. Et pour cause, en 2024, les économies reposent presque intégralement sur la diminution des boucliers tarifaires et autres indemnités carburant. À partir de 2025, il faudrait donc trouver, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, de l'ordre de 12 milliards d'euros d'économies nouvelles pendant 3 ans. Rien n'est dit sur le sujet, et c'est vrai que c'est assez pittoresque de voir qu'on se retourne vers les parlementaires pour finalement donner corps à la promesse gouvernementale. Je considère cependant que mon rôle est de vous y aider. Depuis 2020 et la crise du Covid, je vous mets régulièrement en garde sur une poursuite de la baisse des impôts incompréhensible en période de difficultés budgétaires. Le président de la Cour des comptes et le gouverneur de la Banque de France ont porté des constats identiques, demandant à minima que ces baisses soient gagées par des diminutions de dépenses de même nature, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, voyez l'enchaînement. Baisse annuelle des impôts de 38 milliards d'euros, j'enlève la baisse de l'impôt sur les sociétés que je partage. Augmentation parallèle de la dette, augmentation de fait du coût de la dette et donc diminution en valeur des dépenses budgétaires pour arriver à l'équilibre. Résultat pour les ménages, suppression de la taxe d'habitation pour ceux qui la payaient, avec évidemment une prime pour les hauts revenus. Je rappelle que les 20% les plus aisés se sont répartis 10 milliards sur les 26 au total. Aujourd'hui, ce manque à gagner pour l'État est pris en charge par tous, et notamment les plus fragiles, retraite, indemnité chômage, de logement, santé, etc. Vous l'avez décidé avant les crises, celle-ci devrait vous inciter à revenir en arrière, il est encore temps. Pour les entreprises, après une baisse du taux d'imposition, de mon point de vue peu contestable, vous supprimez 8 milliards d'euros de CVAE en finalement 5 ans au total. Pas d'intérêt car pas d'effet de choc selon le MEDEF. Écoutez finalement les entrepreneurs, écoutez le Parlement qui n'en voulait pas. Ne vaut-il pas mieux garder les ressources pour soutenir, comme vous l'avez fait, utilement, les entreprises en cas de crise, PGE, chômage partiel, plan de relance. Enfin, comme moi, une partie de cet hémicycle le pense, n'est-il pas temps pour certains de retrouver un chemin plus vertueux pour nos finances publiques et contribuer davantage au patrimoine, entreprises ayant bénéficié des crises, entreprises préférant racheter leurs actions au bénéfice de leurs actionnaires plutôt que d'investir dans leur développement. Je le redis en conclusion,
La plupart de vos décisions initiales ont été prises avant les crises. Il est temps donc de se reprendre. Et comme écrivait saint Augustin dans les Sermons, errare humanum est, perseverare diabolicum. J'intervenais déjà il y a un an au nom de mon groupe sur ce texte aujourd'hui à peine remanié, si ce n'est pour intégrer quelques nouvelles données tenant compte de l'année écoulée et surtout pour essayer d'envoyer des signes à la majorité sénatoriale, comme en témoigne votre intervention, monsieur le ministre, en ouverture de nos débats. Nous sommes donc à nouveau ici dans cet hémicycle parce qu'il faut bien une loi de programmation des finances publiques, parce que visiblement le calendrier de l'Assemblée nationale était favorable à un 49.3 et aussi parce que le gouvernement a fait lui-même du vote de son texte une condition pour le versement des aides européennes du plan de relance. Alors, l'adoption de la LPFP figure en effet parmi les engagements qui ont été pris par votre gouvernement dans le cadre des deuxième et troisième demandes de paiement du plan national de relance et de résilience. Le ministre de l'économie l'a lui-même écrit dans un courrier dont nous avons tous reçu une copie il y a quelques jours. Ces versements, plan de relance européen, sont conditionnés, mais chaque gouvernement a proposé ses propres conditions à la Commission. Songez que l'Allemagne, elle, s'engage à investir 1,5 milliard d'euros dans des projets liés à l'hydrogène. L'Espagne a proposé un plan du même montant pour favoriser l'attractivité de son réseau ferroviaire public. Et le gouvernement français s'engage à adopter une loi de programmation des finances publiques. Point. L'adoption d'une loi comme garantie donnée par le gouvernement, encore une fois, c'est une marque de manque de considération pour le rôle du Parlement lui-même. Et ce texte, sans lequel nous devrions donc faire une croix sur 18 milliards d'euros d'aide nécessaires à nos finances publiques, il n'a été qu'à peine remanié depuis un an de perdu pour rien ou presque. Son orientation politique n'enregistre aucun changement significatif. Il se caractérise toujours par son cap libéral, se traduisant par la poursuite et l'accroissement d'une démarche de désarmement fiscal et de contraction de la dépense publique. Pour autant, la trajectoire proposée dans ce texte n'est pas crédible, reposant sur des hypothèses extrêmement optimistes, même si elles ne sont pas inatteignables, et proposant des réductions de déficit qui n'ont jamais été réalisées ces dernières années et qui ne pourront d'ailleurs être atteintes qu'au prix d'une véritable austérité et d'un risque de récession économique. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, baisse des impôts de production, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage et d'autres mesures de régression sociale permettent cette loi de programmation. En réalité, cela ne suffira même pas pour atteindre vos objectifs, dont vous dites qu'ils ne sont pas une baisse des dépenses publiques, mais une augmentation inférieure à l'inflation, donc une baisse des dépenses publiques réelles pour les Français. Il faudra mener une politique très dure. Et ce texte atteste donc une nouvelle fois de votre obstination à poursuivre la même politique alors qu'elle est dans l'impasse, le même cap alors que la situation internationale, les incertitudes géopolitiques auxquelles nous faisons face devraient obliger à plus d'anticipation sur le coût de la dette, à commencer par l'annulation d'un certain nombre de baisses d'impôts prévues. Car vous nous dites moins d'impôts, moins de dépenses, moins de déficit et une dette maîtrisée. Cette vision répétée inlassablement depuis 2017 a été largement démentie par les faits. Les 500 milliards de recettes perdues en 10 ans n'auront pas relancé la croissance et auront aggravé les problèmes du pays. Appauvrissement de l'État, impasse pour financer la planification écologique, services publics en crise, inégalités en hausse dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, voilà les défis que nous aurions ensemble à relever. S'ajoute un manque de soutien, de considération pour les collectivités territoriales auxquelles vous demandez de ralentir leurs dépenses. Vous avez renoncé à graver dans le marbre le pacte de confiance, c'est vrai, mais sans renoncer à l'idée.
La réalité est qu'il n'y aura, avec cette perspective budgétaire, ni pacte ni confiance, et que cela est contraire à l'esprit de la décentralisation et à l'équité dans la répartition des efforts entre les administrations locales et l'État. Les relations sont déjà dégradées entre l'État et les collectivités territoriales. Toutes les associations d'élus en témoignent. Cela ne pourra qu'empirer. Alors pour conclure, la seule question que devrait, à mon avis, se poser ce texte, c'est comment maîtriser les finances publiques et garantir la souveraineté de notre pays en étant réaliste, en étant équilibré dans l'effort, en étant socialement juste, en étant écologiquement responsable et sans faire chavirer le navire. Vous ne répondez pas à cette question avec votre texte. Pire encore, vous attaquez au nombre de fonctionnaires et, chers collègues de la majorité sénatoriale, trouvez-vous bien raisonnable de surenchérir en supprimant un poste de fonctionnaire sur 20 d'ici 2027 ? Donc nous vous proposerons une quinzaine d'amendements, notamment de suppression des articles, pour marquer notre rejet de ce texte, ni très réaliste, ni très raisonnable, et dont je suis convaincu qu'il s'avérera dépassé dès la prochaine crise sociale.